Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le quotidien du 21 mars 2024. On se retrouve aujourd'hui avec une map des cryptos qui est très dans le vert, ça fait extrêmement plaisir. On va essayer de regarder, essayer de réfléchir sur le fait que la correction soit finie ou pas, et est-ce que le marché est prêt et a assez respiré pour enfin repartir. Enfin, je dis enfin en fait, pas tant que ça, parce que la correction était quand même pas si violente que ça, elle était assez volatile, mais je trouve qu'il y a la notion de temporalité, hein, dont je vous parle souvent, qui n'a pas été très respectée, ça a été quand même très très rapide. Donc, pour la map des cryptos, on est vraiment dans le vert, toutes les cryptos sont dans le vert, que ce soit dans le top 100, également dans le top 200. Dans le top 200, celles qui ressortent le plus sont les cryptos liées au real world asset. On ira voir pourquoi juste après, je vais vous passer la news, pardon. Et sur les grosses caps, typiquement Bitcoin et ETH, Bitcoin est au port des 68 000 dollars, ça va être la première légère résistance, on va dire, puisque c'est l'ancien ETH. Et Ethereum est pas mal remonté, il est au niveau des 3500 dollars. Je vais vous passer le graphique aussi avec ce que je comptais faire et je ne l'ai pas fait. Et malheureusement, j'aurais dû le faire parce que pour l'instant, ça se porte plutôt bien. Et au niveau des volumes, il se passe des choses sur Ethereum. Aussi, je pense que c'est lié un peu à la macro, un peu à une news, parce que lorsqu'on compare les volumes d'Ethereum par rapport à ceux de Bitcoin, on est à peu près à la moitié, ce qui est assez élevé comparé à d'habitude. Solana est encore une fois repassé devant BNB. Je pense que ça va être quelque chose qui va se passer de plus en plus fréquemment. Et je pense qu'à terme, elle va définitivement s'installer devant Binance. Je pense que l'écosystème Solana est beaucoup plus gros que celui de Binance. Lorsqu'on descend un peu plus sur le classement, on a Render qui est repassé devant Bitsensor. Et voilà, un Bitsensor au niveau des volumes, c'est celui qui a le plus bas volume, mis à part cette crypto que personne ne connaît. Alors, encore une fois, c'est à cause du staking et que 9 coins sur 10 ne sont pas en circulation sur le marché. Et ensuite, encore un peu plus bas, on a Kaspa. Kaspa qui a vraiment des volumes assez faibles, hein, alors que typiquement pour l'écosystème Kaspa, il n'y a pas d'excuse, on va dire, pour la même excuse qu'il y a sur Bitensor. Et typiquement, même graphiquement, c'est des très bons points d'entrée. On ira voir ça, je vais vous passer le graphique juste après. On continue avec Twitter, où on a Goku qui nous dit que l'Arabie Saoudite qui prévoit d'investir 40 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Et c'est là on va voir, je pense, de plus en plus à peu près tous les pays qui vont commencer, qui vont participer à la ruée vers l'or, à la ruée vers l'IA. Moi, je pense que ça va être clairement quelque chose de comparable. Et l'Arabie Saoudite, bon, évidemment, qui a énormément d'argent, énormément de cash, qui prévoit d'investir 40 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. C'est pas non plus énormissime, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Et simplement, parce que eux, il faut qu'ils se renouvellent, il faut qu'ils deviennent attractifs, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va être amené de plus en plus à moins utiliser le pétrole, et donc forcément, il faut qu'ils deviennent compétitifs sur d'autres secteurs. Et le secteur le plus en vogue actuellement, et pour les prochaines années, selon moi, c'est, comme beaucoup de monde, l'intelligence artificielle. Donc forcément, ça fait du bien. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que moi, je suis fan de la concurrence, simplement. Je pense que la concurrence amène, lorsqu'il y a beaucoup de concurrence dans un domaine, ça élève tout le domaine, forcément, en fait. Et forcément, plus il y aura de concurrence sur l'IA, ça veut dire qu'il y a un vrai marché. Évidemment, il est là, le marché. Et c'est-à-dire que le niveau global de l'intelligence artificielle du monde, en réalité, va s'améliorer. Et vu que moi, je suis positionné énormément sur les tokens de l'intelligence artificielle, forcément, je suis content lorsqu'il y a des géants, des pays, des grosses industries, des grosses entreprises qui investissent. Et dans les plus gros, dans les têtes, on va dire, dans les têtes de série, on a forcément Microsoft, on a les États-Unis, on a la Chine, maintenant l'Arabie Saoudite, bon, qui prend un peu de retard, mais qui va possiblement le rattraper. Et au niveau de l'Europe, nous, tout ce qu'on fait, c'est réguler et on innove nulle part, comme d'habitude. Ensuite, on a Khan Academy qui nous partage la news, si vous êtes sur Twitter, vous l'avez forcément vu passer, on l'avait passé à peu près partout, qui nous partage la news que BlackRock lance son premier fonds tokenisé, Build, sur Ethereum. Donc énorme news en réalité, Ethereum n'a pas réagi tant que ça au moment où la news est sortie, donc assez étonnant, avec une valeur stable de 1 dollar par token et un versement de dividendes directement dans le wallet des investisseurs sous forme de nouveaux jetons. En gros, c'est quoi? En gros, c'est du real world asset. C'est de la tokenisation d'actifs. Et bah, voilà, c'est marqué, hein, ils vont lancer leur premier fonds tokenisé avec un stablecoin qui va verser des dividendes directement sur le wallet des investisseurs. Donc c'est une news extrêmement bullish. On sait que, aussi vous ne le savez pas, je vous le dis, mais que Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, est un fervent supporter du real world asset depuis maintenant, ça va faire un an. Il y a un an, il a commencé à défendre le Bitcoin, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était un des plus gros détracteurs de BTC. Et juste après le BTC, on va dire que le domaine sur lequel il est le plus bullish, c'est les real world assets, où en gros, il a déjà des statements assez épais où il annonce simplement que le monde va évoluer et que dans peut-être 5, 10, 15 ans, tout sera tokenisé. Et clairement, dans le scénario extrêmement bullish, bah, si tu en as des cryptos, je pense que tu vas être amené à être d'accord. Donc moi, c'est mon cas. Et en fait, je pense qu'on va tokeniser tous les investissements immobiliers, on va tokeniser tous les bonds, simplement, toutes les obligations des États, etc. On va tokeniser aussi bah, les actions. Et là, en gros, ils entrent
ils entrent dans la cour et ils ont, entre guillemets, fait une sorte de test où ils ont envoyé 100 millions d'USDC sur leur wallet là. Et chose étonnante, mais vu que tout est sur le blockchain et on a leur adresse, il y a pas mal de monde qui a envoyé des tokens sur leur adresse pour pouvoir dire ouais, BlackRock, regardez, ils sont détenteurs de ce token là, dont Rio. Entre guillemets, malheureusement, en fait, c'est un peu, on va dire, c'est un peu de la publicité pour shitcoin, mais bon, ça c'est assez rigolo à savoir. Ensuite, on a encore une fois Khan Academy qui nous sort une quote d'un ancien commissaire qui dit que lorsque la SEC a autorisé les ETF futurs ETH il y a quelques années, elle a explicitement reconnu que le sous-jacent ETH n'était pas une security. Donc en gros, la SEC, il y a une news qui traîne en ce moment, une sorte de FUD un peu. FUD, c'est Fear, Uncertainty and Doubt. Okay, lorsqu'on dit que quelqu'un FUD quelque chose sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va faire de la mauvaise publicité sur les réseaux sociaux. Donc il y a un FUD en ce moment sur l'approbation des ETF ETH, puisque le pourcentage, en fait, la probabilité que les ETF ETH soient acceptés est beaucoup plus faible que celle de BTC en fait, à l'époque. Et simplement pourquoi? Parce que ETH est passé du proof of work à un proof of stake. Donc la SEC, c'est la Security Exchange Commission et security. Donc en gros, un actif, c'est soit une security, soit une commodity. Okay, une commodity, c'est une matière première, donc c'est par définition une matière première. Le pétrole, l'or, l'argent, c'est des choses que tu trouves dans la nature, etc. Et le BTC, c'est de la matière première. Pourquoi? Parce que ça utilise du proof of work, donc c'est de l'énergie. Ok, et donc généralement, si on doit aller un peu les trier, on a d'un côté les commodities, les matières premières, ça c'est du proof of work en fait, et de l'autre côté on a les securities qui elles vont être régulées par la SEC, et ça c'est généralement du proof of stake. Sauf que la ETH était du proof of work avant, et maintenant c'est du proof of stake. Donc c'est pour ça qu'il y a eu moins bonne confiance, on va dire, sur l'approbation des ETF à cause de ce changement-là. Maintenant, si on prend un peu plus de hauteur et qu'on regarde le parcours en fait, le parcours à partir des rumeurs jusqu'à l'approbation des ETF BTC, il y a eu énormément de FUD. Il y a eu plein de moments où la SEC a annoncé que ça allait pas du tout se faire, etc., etc. Il y a eu beaucoup de moments voilà, où le cours du BTC a pris cher à cause de mauvaises nouvelles qui étaient sorties. Et là, le timing, moi, je le trouve très intéressant, où on a le FUD de la SEC qui dit que ETH ne va être considéré comme une securities, et donc que l'ETF spot, la conclusion c'est que l'ETF, si ETH est considéré comme une securities, l'ETF spot ne va pas être accepté, en gros. On a cette mauvaise nouvelle là, et d'un autre côté, en même temps, on a BlackRock qui lance son fonds tokenisé sur Ethereum. Donc est-ce que ce ne serait pas encore eux derrière qui ferait du fun, une sorte de manipulation à grande échelle? Pourquoi pas? On va voir ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, niveau news. On a sur Cryptost, BTC, le plus grand fonds de pension au monde, s'apprête-t-il à investir dans les crypto-monnaies? Donc là, il parle du fonds souverain, le Government Pension Investment Fund, c'est le fonds souverain du Japon, qui est le plus gros fonds souverain du monde, avec de mémoire, je ne sais pas si c'est marqué dans l'article, mais de mémoire, c'est dans l'entour des 3 000 milliards de dollars de gestion, entre 2 et 3 000 milliards de gestion d'actifs, donc c'est énormissime. Après, donc c'est bullish, oui, je vais expliquer pourquoi, mais c'est pas une affirmation quant au fait qu'ils vont investir et qu'ils vont acheter du BTC. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont file un dossier disant, ok, maintenant là, durant les prochaines semaines, prochains mois, on va étudier, on va regarder ce que c'est le Bitcoin et on va penser à faire l'investissement. C'est pas, ouais, on déclare qu'on va acheter du BTC. Mais je pense que la conclusion, ça va être celle-là. Je pense que là, dans les 2 prochains mois, ils vont étudier ce que ça va être BTC, et ils vont file toutes les choses légales à faire, et ensuite, ils vont acheter du Bitcoin. Et clairement, là, je pense qu'on passe une autre vitesse, et c'est ce que je disais souvent. D'abord, ça a commencé avec des institutionnels. Typiquement, moi, je pense que ce bull run-là, encore une fois, ça va être celui des institutionnels, et ensuite, ça va être celui des États. Soit ça va être à la fin du bull run, ou soit ça va être après le prochain cycle baissier. Et je pense que c'est clairement là où on arrive. Et lorsque je disais ça, je disais qu'il va falloir qu'il y ait des gros pays, des gros États qui commencent à montrer de l'intérêt pour le BTC. On a déjà le Salvador, on a des pays du BRICS, mais légèrement, on va dire le Brésil rapidement, mais on va dire principalement c'est le Salvador, pourquoi pas l'Argentine. Et là, le Japon commence à parler d'un pays qui est vraiment développé. Après, là, c'est pas l'État derrière, c'est juste le plus grand. Enfin, ça c'est lié, mais c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, ça arrive et on accélère. Et je pense que plus les mois vont passer, plus on va avoir une news comme celle-ci. Donc eux qui font leurs études sur le BTC. Ensuite, on va avoir l'annonce que eux ils vont acheter du BTC. Ensuite, on va avoir un autre pays développé, l'Italie, l'Espagne peut-être. Ensuite, etc., etc., etc. Et lorsque ça va commencer à arriver, il y aura un rush, une sorte de FOMO, parce que tout le monde a du FOMO au niveau des pays, et tout le monde va commencer à se ruer sur le BTC aussi. Donc forcément, moi je pense que c'est le début. Cette news-là, c'est le début d'une grande ère bullish pour le BTC, et c'est vraiment le BTC qui sort de son adolescence, comme on l'a déjà dit, mais qui se mature, qui devient mature, quoi. Et qui aura été
a réussi sa mission. Parce que la mission du BTC, c'est d'être une réserve de valeur mondiale. Et donc le fait que des pays mettent de l'argent dans le Bitcoin, dans la plus grosse réserve de valeur mondiale, et ben en fait la boucle est bouclée et le BTC ne sera plus un outil de spéculation, entre guillemets, qui ne sert à rien, ou juste un outil d'échange, comme ça l'était en 2013-2014 sur le dark web. Ce sera vraiment une réserve de valeur, même à l'échelle nationale. Donc incroyable. Et ensuite, on a une autre stat par rapport au Bitcoin Spot ETF, au pluriel, qui souffrent de leur 3e jour d'affilée d'outflow net, okay, avec, je ne sais pas si c'est cumulé, c'est juste hier, je pense que c'est juste en une journée ça, avec un outflow net de 261 millions de dollars. Alors à prendre avec des pincettes encore une fois, parce que c'est majoritairement dû à Grayscale. Grayscale, ils avaient une quantité astronomique de BTC, donc pas à fonds propres, pas en fonds propres, mais c'était au nom de leurs clients, mais ils manageaient quand même un fonds... une somme de dingue en termes de Bitcoin, et c'est eux qui font que décharger depuis la sortie des ETF. Donc là, on est en outflow net, oui, mais c'est en réalité, encore une fois, à cause de Grayscale. Malgré tout, on a quand même un changement, on va dire, de paradigme. En fait, on a plus d'indications, parce qu'on pouvait penser, ce qui était à peu près mon cas avant, avant je vous parle d'il y a 2 semaines, hein, mais je vous dis, moi je pensais que les institutionnels allaient très peu trader les BTC. Je pensais qu'ils allaient faire à la Michael Saylor, qui est un maxi BTC, et tu ne fais qu'acheter en fait. Et moi je pensais qu'ils allaient faire comme ça, et en fait on se rend compte que pas tant que ça. C'est pas des gros traders comme le plus grand des gènes au niveau des cryptos, mais quand même ils savent appuyer sur le bouton vendre, et typiquement parce qu'il y a un autre fonds qui a connu un outflow net qui est léger, hein, c'était que quelques dizaines de millions de dollars, je ne l'ai plus. Voilà, et c'était celui-là. While Invesco Galaxy Bitcoin ETF a aussi vu 10 millions d'outflow. Donc c'est pas énorme 10 millions de dollars, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent et qui tradent sur court terme le Bitcoin. Et aussi la grosse différence, c'est les inflows du BTC de BlackRock, de l'ETF de BlackRock qui est le plus gros, qui a connu un inflow, un de ses plus faibles, de uniquement 50 millions de dollars. Donc voilà, ça a suivi le cours du BTC. Maintenant, on passe sur l'analyse graphique. Là, on va prendre un peu plus de hauteur, on va prendre des time frames qui sont un peu plus grands, là, on voit. Donc là, on est en monthly, donc chaque bougie est égale à 1 mois, et on va essayer de regarder, de se situer par rapport à la phase de marché, parce que, comme tout le monde le sait, on est dans un marché qui est un peu particulier. On a tapé la TH avant le halving, c'est assez étrange, et la cyclicité traditionnelle sur laquelle tout le monde se basait, je pense, et au final, elle est devenue incertaine. Pourquoi? Parce que d'habitude, on avait le halving, 6 mois après le halving, on avait vraiment le bull run où tout était parabolique pendant 1 an. Et de manière générale, on connaissait notre top de marché entre 1 an et 1 an et demi après le halving. De manière générale, c'était plus 1 an et demi après le halving. Si on retransmet ce pattern au cycle actuel, ça veut dire qu'on connaît un top de marché, on connaîtrait un top de marché fin d'année 2025, d'accord? Sauf que, comme on l'a dit, ce cycle est particulier parce qu'on a déjà tapé un ATH qui n'était jamais arrivé. Donc, il faut essayer de se positionner où est-ce qu'on en est. Donc ici, c'est la crypto total market cap excluding Bitcoin. Okay, donc c'est la market cap totale de toutes les cryptos sauf le BTC. En gros, c'est tous les altcoins. Tous les altcoins, y compris ETH. Parce que parfois, on regarde la market cap sans inclure BTC et ETH. Là, ETH est inclus. Donc là, on est en monthly, donc c'est des extrêmement grandes time frames. Plus la time frame est grande, plus le RSI est reliable et valide, on va dire. Et le RSI, là, on arrive au port des 70. Donc lorsque le RSI est au niveau de 70, on arrive dans une zone de surachat. Mais comme je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on arrive au 70 qu'il faut vendre. Parce qu'on va regarder la dernière fois que c'est arrivé. La dernière fois qu'on était en zone de surachat et que tout le monde disait on était trop greedy, c'est l'explosion d'une bulle, etc. Non, c'est pas l'explosion d'une bulle, c'est on arrive dans la bulle. Et c'est là où tous les plus gros, c'est là que c'est le plus volatile et que tous les plus gros gains sont faits. C'est pas lorsque tu arrives à la bulle, c'est lorsque la bulle commence, jusqu'à ce que la bulle commence et que la bulle explose. Tu vois. Typiquement, pareil pour les bulles internet, etc. Pareil tout le temps. C'est plus l'euphorie est grande, c'est là où ça fait de plus en plus volatile jusqu'à temps que ça explose. Donc pour moi, c'est clairement pas le moment de vendre et de capituler. Pourquoi? Parce que si le mec qui joue que par les playbooks et qui achète le RSI à 30 et qui vend à 70, il aurait vendu ici. Donc là, oui, tu as fait ce que tout le monde, entre guillemets, ce que tout le monde préconise de faire. Tu achètes à 30 le RSI, tu le vends à 70, mais tu as loupé un upside de malade. Donc si tu avais vendu ici, on n'était qu'au début du frais bull run et tu as loupé 1x12 sur les market cap total. Donc c'est énormissime. Donc là, où est-ce qu'on en est? On en est aux portes du 70 et on n'est pas loin de la TH. Donc il faut juste transposer, il faut se dire qu'on est ici. En termes selon cet indicateur-là, hein, c'est pas une science exacte, mais selon cet indicateur-là, on est juste ici. Et donc la dernière fois que c'est arrivé, on avait quand même connu 12 mois, donc 1 an d'énorme expansion avec une volatilité énorme. Vous voyez que les bougies, les retracements sont extrêmement violents, mais la tendance globale était extrêmement bullish. Maintenant, si on fait
une extension de Fibonacci. Une extension de Fibonacci, en gros, tu prends le premier point en bas, tu prends la première impulsion, et ensuite tu prends le troisième point au niveau de la correction. Et tu as des niveaux clés de Fibonacci qu'on va devoir cibler en fait. Lorsqu'il n'y a pas énormément de momentum, on va viser les 1,66, et en fait, plus on monte, moins on a de chance d'y aller, mais voilà, plus les gains sont grands. Logique. Donc, moi, vu que je pense que le momentum est dingue et que je pense qu'on va rentrer dans un cycle de malade, entre guillemets, hein, c'est des mots un peu de merde que j'utilise, mais en gros, le pivot de la Fed n'est toujours pas arrivé, le halving n'est toujours pas arrivé, ça va se sentir, la vraie alt season n'est toujours pas encore une fois arrivée. Là, selon moi, on a comme la dernière fois, on a un an devant nous, je pense, on aura un an, peut-être si on a de la chance, un an et demi, mais je pense que déjà dans un an, j'aurais vendu la majorité de mes bagues. Pourquoi pas targeter? Parce que la dernière fois, on a fait combien? On avait dit, on avait fait une fois une dizaine, il me semble. Si on part d'ici et qu'on va là-bas, voilà, on avait fait x10. Là, je pense pas qu'on fera x10 parce que x10, ça veut dire que rien que les altcoins vont avoir la market cap de l'or. Je pense pas que ça va arriver. Moi, je pense que je vais vous la passer la market cap totale, mais typiquement, donc là, on est à 1000 milliards de dollars de market cap que pour les altcoins. Je pense que voilà, typiquement entre les 1,618 et les 2,618, ça me semble pas déconnant. Même un peu plus. Entre les 3 milliards et 6 milliards de market cap, ça me semble vraiment pas déconnant et c'est un upside de malade. Et c'est là l'importance de bien se placer sur les altcoins. Imaginons qu'on fasse un x3, x4 par exemple sur la market cap totale de tous les altcoins. Si toi tu t'es positionné sur des altcoins qui sont dynamiques, qui surperforment les autres altcoins, donc le but du jeu c'est celui-là, hein, et bah tu vas surperformer cette moyenne de x4. Okay, parce qu'en moyenne les altcoins vont faire x4. Donc il suffit typiquement, par exemple, moi, mon pari c'est que Tao va superperformer les autres altcoins. Donc si l'altcoin Lambda fait x4, Tao, dans mon idée, va faire x5, x6, x7. Ok, on a compris l'idée. Donc là, c'est la market cap, la capitalisation boursière totale, donc y compris avec BTC. Pareil. Là, on est très haut, on est plus proche de l'ATH que l'autre, simplement parce que BTC est déjà son ATH, alors que l'autre BTC n'était pas compris dedans. Au niveau du RSI, c'est extrêmement semblable. Hein. On commence à sortir du niveau des 70, et on voit qu'au top de marché, à chaque fois, on était extrêmement élevé. Et une chose aussi que je remarque très souvent sur tous les graphiques, lorsque je les étudie en grande time frame, c'est qu'à chaque fois, ça arrive, mais vraiment tout le temps. Donc je pense que si ça arrive, ce cycle-là, moi je sortirais extrêmement agressivement. C'est simplement les divergences baissières. Regardez, ici on a le premier pic. Juste avant la correction, on a un RSI de dingue, un RSI à 95. C'est extrêmement, c'est très haut pour le RSI. Ensuite, on a un nouveau plus haut, mais on a une divergence baissière parce que le RSI, lui, fait un haut plus bas que le précédent. Donc le RSI baisse, donc en gros, les acheteurs perdent du momentum alors que le cours augmente. Et ça, vous allez le regarder si vous mettez un weekly, un monthly, où vous voulez, sur n'importe quel graphique, sur BTC, ETH ou quoi que ce soit, et bah, à chaque fois, il y a eu une divergence baissière de dingue. Donc clairement, si ça arrive pour le prochain bull run, ce sera un de mes gros signaux des bêches faut vendre. Et ici, pareil. On a, vous le voyez, une grosse divergence baissière où le RSI est vraiment plus bas que le dernier, alors qu'on a fait un haut plus haut que le précédent. Et typiquement, pareil, si on reprend les extensions de Fibonacci, alors là, je vais un peu plus dans le détail, c'est un peu plus technique comparé à d'habitude. Peut-être que je passe un peu trop de temps, dites-moi si vous aimez bien un peu des choses un peu plus techniques, passer 5 minutes là-dessus sur 2 graphiques, ou si vous voulez, si vous préférez que je passe un peu plus en rapide comme d'habitude. Mais bref, typiquement pareil, parce qu'on est dans un gros momentum, parce qu'il va y avoir un afflux de liquidité de malade, parce qu'il va falloir imprimer de l'argent pour sauver toutes les banques qui sont en moins-value de dingue, je pense qu'on peut targeter les 2,618 de Fibonacci. Après, c'est pas une science exacte, mais une market cap totale aux alentours des 10 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars, pardon, ça me semble pas aberrant. Pourquoi? Parce que la market cap de l'or total est aux alentours des 13 000 milliards de dollars, et si toutes les cryptos en général pèsent à peu près comme l'or, je pense que c'est pas con, et peut-être que dans 5 ans, peut-être 5-6 ans, et ben là ce sera uniquement le Bitcoin qui va peser autant que l'or. Donc je pense que pour moi c'est une progression qui me semble à peu près logique. Bon voilà, passons maintenant sur des time frames un peu plus courtes. On est sur le BTC en daily, où on voit que la bougie qu'on a faite hier, c'était une bougie très grande, pardon, on a pris plus 12% dans la journée. Donc clairement, là je pense aux institutionnels, aux mecs qui ont mis une part de leur retraite là-dedans, ils voient un actif qui fait plus 12% dans la journée, franchement ils doivent halluciner, parce que eux, tu leur dis 12% sur une année, c'est déjà une année de dingue, ils vont l'encadrer. Alors 12% dans la journée, clairement c'est assez dingue, et on est passé de 60 000 à 67, il me semble, 68 000, donc on a pris 8 000 dollars, c'est vraiment très gros. Et graphiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie de ravalement, tout simplement. Donc on a fait une grosse correction, hein, on a connu une moins vingtaine de pourcents de mémoire, on est passé de 74 000 à 60 000 dollars pile, qui agit comme un très gros support. Et ensuite on a ravalé toute cette bougie de merde, et clairement ça annonce une sorte de retournement de tendance, ok, lorsque ça arrive graphiquement. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la dernière vidéo? On voit qu'il y a les moyennes mobiles qui commencent à se rapprocher du niveau où on est. Chaque moyenne mobile, c'est un support, en gros. Avec le plus gros support, c'est la moyenne mobile 200, qui est la violette. Et typiquement, moi, ce que je voulais, ce soit que toutes les moyennes mobiles arrivent au niveau de 60 000 dollars pour que vraiment le simulaire devienne une sorte de support
entre guillemets incassable, ok? Et pour faire ça, moi je pense, c'est mon pari, hein, mais je pense qu'on va un peu, pourquoi pas latéraliser, j'aimerais bien qu'on latéralise, puisque comme ça les moyennes mobiles, bah c'est coupé. Mais comme ça, bref, en gros, les moyennes mobiles vont se rapprocher du cours et ça va agir comme des gros supports, hein, comme je vous l'avais déjà montré, mais ici par exemple, on a cassé la première, on est venu être supporté par la deuxième, etc. Ensuite, on est parti en grosse impulsion haussière, parce que plus on est loin de nos moyennes mobiles, et bah, plus c'est volatile. Ok, je voulais vous montrer le daily du dernier bull run, mais c'est trop loin. Passons maintenant sur ETH. ETH, alors c'est quoi le move que je voulais faire hier? Mais je pense que j'étais vraiment pas loin du bottom, hein. Je pense que j'étais vraiment ici. C'était là, c'était 3150, etc. Je voulais, mais du coup j'étais en cours parce que j'étais en échange. Je voulais lancer un gros long sur ETH. Donc un gros long. Ouais, parce que moi je suis pas trader, mais en gros c'est une position, pourquoi pas, j'avais pensé aux alentours des 40 000 dollars, 50 000 dollars. Donc c'est pas 50 000, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, des trades, c'est pas 50 000 dollars que je mets de ma poche, peu importe l'effet de levier, mais en gros si tu mets, disons 10 000 dollars de ta poche, il ben, faut que tu prennes un effet de levier de x5. Alors là, c'est un conseil que je vous donne, ne faites pas d'effet de levier, hein. C'est hyper dangereux, etc. Et si tu le fais, c'est vraiment, il faut que tu dises dans ta tête, c'est perdu. Parce que c'est des marchés qui sont extrêmement volatiles. On a des 500 millions de liquidations, 600 millions de liquidations, hein, comme on a vu sur CoinGlass la dernière fois, tous les jours. C'est extrêmement volatile, les stop losses se font prendre, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais je l'ai bien senti. Pourquoi? Et du coup, je ne l'ai pas fait, hein. Je ne suis pas rentré sur le trade parce que je n'étais pas devant les écrans, et voilà, tout simplement. Parce qu'on était au niveau des 0,5 de Fibonacci. Comme d'habitude, c'est une question de momentum. Lorsqu'on a un momentum fort, généralement, on ne va pas aller en dessous des 0,5 de Fibonacci, parce que dès qu'on a retracé 50% de la dernière hausse, c'est ça, hein, le retracement de Fibo, et ben on va tout de suite avoir une position acheteuse. Lorsqu'il y a un momentum qui est moins fort, généralement, on va aller chercher ce qu'on appelle la zone de rechargement. Donc c'est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. C'est cette zone qui est ici. Maintenant, donc là déjà on avait la première zone de Fibo qui est les 0,5. De plus on avait la moyenne mobile qui est la plus fragile entre guillemets, mais elle a le mérite d'exister. Et en plus on a méchi, regardez, vraiment pas loin du support des 3000 dollars. Donc il y avait pas mal de choses. Et si j'ai le temps, je vais vous montrer aussi. J'avais aussi deux autres graphiques qui étaient très intéressants. Donc on était ici, je m'en souviens. On est juste ici. Donc on était un gros support sur Ethereum BTC. Donc ça veut dire qu'on a un support sur le graphique qui montre que Ethereum va supraformer BTC, hein, sur le court terme, et c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est fait supporter pile poil là. Et la dernière chose que j'avais comme indicateur, c'était quoi? Je ne sais plus. Le dernier, je l'ai perdu, mais j'avais un autre graphique qui venait dans ce sens-là. Bref, ça pour dire que je ne l'ai pas fait. Et ETH à 3500 dollars, c'est extrêmement bien. Après, moi, je pense qu'on n'est quand même pas à l'abri. Et dans le cas où on fait ça, bah, c'est là où je prendrais mon trade, simplement. On n'est pas à l'abri de faire un retracement en 3 vagues. Une sorte de ABC, hein, pour les élitistes. Hop. Et ça, je me dis, pourquoi pas, ce serait pas dégueu. On fait une première grosse correction, on remonte ici à peu près, et ensuite, on va vraiment chercher la zone de rechargement et les 0,786 de Fibo au niveau des 2600-2700 dollars. Et là, ce serait vraiment une sorte de capitulation pour tous les bulls, parce que ça ferait vraiment très mal. La correction, elle a fait vraiment mal, hein. Ensuite, passons sur Tao, les altcoins un peu plus petits qu'on suit très souvent. Donc Tao en niveau daily, on est sur un gros range, on fait des fake à peu près de partout. Peut-être que je peux remonter ma bande supérieure, pourquoi pas, je regarderai plus tard. Mais clairement ça bouge beaucoup. On voit, regardez, si on prend les 3-4 derniers jours, on a des volatilités, des corps de bougies qui sont beaucoup plus gros que ceux d'avant. Par exemple, il n'y a pas de bougie d'incertitude pour l'instant. Maintenant, on n'arrive vraiment pas à passer ces foutus 750 dollars. Et ça me rappelle le moment, en gros, le 750 dollars, c'est le nouveau 400, on va dire. On était venu faire un attache ici, et ensuite on avait latéralisé, on avait corrigé pendant un mois et demi. Donc là, pour l'instant, j'ai regardé, ça fait que 2 semaines qu'on est comme ça. Faut pas être impatient. On est franchement sur une tendance de dingue, on est top 25 dans CoinMarketCap, et c'est pas grave, c'est absolument normal s'il corrige, s'il latéralise pendant 2 semaines, un mois. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. Après, niveau technique RSI, on est en train de s'appuyer sur le niveau des 50, donc ça peut s'apparenter à un support, et on a, comme le Bitcoin, on a les moyennes mobiles qui vont augmenter au fur et à mesure. Mais bon, Tao, clairement, faut pas, entre guillemets, faut vraiment être patient, parce que il y aura un price action qui va être vraiment ennuyeux, et du jour au lendemain il va péter, et pendant 2 semaines il va vraiment tout exploser. Ça va être la seule crypto, tout le monde aura les yeux rivés dessus. Ça arrivait 2-3 fois, hein. Ça arrivait lorsqu'on est passé de 50 à 150, après on avait recorrigé, on était passé à 250, ensuite 400. Ici, Tao, personne n'en parlait, tout le monde s'en foutait, et dès qu'on a break out, on est passé de 250 à 700, donc voilà. Donc je pense que clairement ça va faire la même chose. On va corriger, on va aller 500, 600, on s'en fout, et en 3 semaines, un mois, on va aller à 1005 par exemple, et voilà, on sera bien content d'avoir tenu nos bagues. Ensuite, Kaspa. J'ai aucune idée de ça fait combien de minutes que je fais la vidéo, parce que j'ai plus mon indicateur, donc bon, je sais pas, j'y vais freestyle. Kaspa, pour ceux qui n'avaient pas de ligne, ça on en avait parlé.
Je sais plus si je l'ai passé en vidéo ou si c'était que sur Telegram ou le Discord, mais en tout cas, j'avais vu le graphique et c'était clairement une zone extrêmement intéressante pour ceux qui n'avaient pas de ligne ou pour ceux qui voulaient renforcer. Donc moi, je n'ai plus mes casse-pas, mais c'est pas pour autant que je regarde pas le graphique. Typiquement, quand je vous parlais de la zone de rechargement tout à l'heure, regardez, on est venu mécher et on est venu se faire supporter pile poil dessus, sous les 0,786. Donc c'était clairement le point parfait pour tous les boules qui voulaient se repositionner dessus. On a eu les 0,618 qui ont essayé de supporter et qui se sont fait casser, et on a les 0,786 qui ont vraiment qui ont vraiment agi en tant que dernier rempart. Et pour l'instant, l'idée, ça va être de faire un bas plus bas que le précédent, une sorte de W, ou voilà, une sorte de pattern de retournement de tendance pour ensuite aller retargeter les ATH. Et je pense que c'est probablement lié, parce que là, c'est la seule crypto bien performée. J'ai vu passer une news sur Caspar, il me semble que c'était la fondation ou quelque chose comme ça, je n'ai pas trop regardé, mais qui a donné des updates sur le développement des smart contracts sur Caspar qui arriveront, il me semble, de mémoire en 2025. Donc clairement très bullish. Et autre graphique intéressant à vous passer, c'est tous les coins de reward asset. Parce que comme je vous l'avais montré, hop, juste ici, vu que les coins sont assez petits, il faut les regarder entre 100 et 200e rang. On a Ondo et Centrifuge. Ondo qui est particulièrement lié à BlackRock et Centrifuge qui performe extrêmement bien de par la news de BlackRock qui lance leur fonds de real world asset en gros. Et on a Rio que moi j'ai un portefeuille et heureusement parce que je pensais un petit peu à le vendre, mais du coup heureusement que je ne l'ai pas fait. Après c'est une toute petite ligne. Hein. Là ma ligne elle est, je pense que j'ai même pas 1% de ma ligne sur Rio. Donc voilà, mais bon ça fait quand même toujours plaisir. On s'est pris une sorte de 30-40% en daily et il performe super bien. Donc en gros ça me conforte parce que ça m'annonce que la crypto elle est dynamique. C'est un mot que j'utilise souvent. Et par exemple, une crypto que j'avais avant et que j'ai vendue, qui a été beaucoup moins dynamique, c'est Polytrade, qui a pris entre guillemets que 7% sur 24 heures. Et lorsqu'on prend un peu plus de hauteur, c'est une pattern qui est extrêmement bullish. En gros, on a eu notre bien market, zone de distribution, etc. On a eu une grosse zone d'accumulation, on a eu un gros range. On voit qu'ici, on n'arrivait même pas à voir les bougies, ça bougeait pas, il n'y avait plus de volatilité. Donc les bandes de boulanger devaient être extrêmement resserrées. Ensuite, on a eu une grosse impulsion haussière, un gros pullback, hein, parce que là, on dirait que c'est des petites bougies, mais je pense que le pourcentage est énorme. Voilà, on a fait x6, hein, donc c'est une grosse impulsion haussière. On est sorti de cette zone d'accumulation. On est venu faire un pullback, on a corrigé, on a passé un petit peu de temps, peut-être 2 mois dessus. Et ensuite, bam, encore re-impulsion. Et là, on est dans la troisième phase de réelle impulsion de bull market, de bull run. Et l'idée, ça va être de péter tous les anciens ATH. Donc, est-ce que je vends parce que le RSI est à 76? Non, bien sûr que non, je ne vends pas, je hold ma position. Et dans le cas où on fait x3, x4 dessus en très peu de temps et que le RSI vraiment devient aberrant, pourquoi pas là faire une rotation de bague et vendre mes Rio pour acheter une autre crypto dans la real world asset qui n'a pas encore très bien performé. C'est dangereux comme move, mais c'est des risques que j'accepte. Écoutez, voilà pour cette vidéo qui a été assez complète, mais je pense qu'il y avait pas mal d'informations dessus. Et bah écoutez, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour faire un dossier, pas sûr, ou alors à demain pour la quotidienne du jour. Et je vous dis ciao ciao.